La Casemag. Du débat et le pouls de notre société entre midi et 13h. Bonjour, merci si vous nous rejoignez. Vous êtes sur la première. Évidemment, il est 12h20, donc on ne peut que vous souhaiter bon appétit si vous êtes à table. Vous le savez, le vendredi dans la Casemag, entre 12h et 13h, on vous parle d'environnement. C'est l'émission À nos trésors. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet Hermine qui a pris place sur le territoire il y a à peu près un an. Sa mission, classer, prioriser en fonction de leur rareté et de la menace qui plane sur elles, les espèces endémiques de notre environnement pour mieux adapter les codes de l'environnement en vue de leur protection. Voilà en gros l'objectif du projet Hermine que nous allons évoquer avec nos invités aujourd'hui. Et pour en parler, on reçoit donc Gildas Gatteblé, ingénieur de recherche et coordinateur du projet CNRT Hermine pour l'IAC. David Bruy, lui, est ingénieur de recherche et également coordinateur de ce projet Hermine pour l'IRD. Et Shankar Meyer, qui est coordinateur de la liste rouge Endemia et conseiller scientifique de ce projet Hermine, donc pour l'association Endemia. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, merci à vous trois d'être avec nous. Et évidemment, à nos trésors, c'est parti. La Casemag. Le vendredi, avec À nos trésors. Donc oui, alors merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer un petit peu sur ce projet Hermine qui a fait grand bruit, peut-être pas assez d'après vous, mais on en a quand même pas mal entendu parler. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de se poser avec vous, de comprendre d'où vient ce projet et surtout où il a envie d'aller et par quelle phase il va passer. Donc Hermine, ça vient de la contraction à des mots espèces rares et menacées des massifs miniers. C'est un projet donc initié par le CNRT, c'est ça ? Tout à fait. Alors, Gildas Gatteblé, le CNRT, là, on disait hors antenne, on va éviter un petit peu tous ces acronymes d'explications, etc., qui risquent de nous perdre sur l'objectif du projet, mais on va quand même, on est obligé d'expliquer ce qu'est le CNRT, pardon. Donc le CNRT, c'est un centre de moyens pour financer des études et des travaux et des recherches sur la partie nickel et son environnement, donc à la fois sur les sciences sociales, sur des études purement en géologie et sur la partie environnement, donc restauration, réhabilitation des sites miniers. Alors comment ça s'est passé ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des représentants de l'IAC, de l'IRD et de cette association donc Endemia. Comment ça s'est passé ? C'est parti de quelle initiative ce projet Hermine ? Qui veut répondre à ça ? Alors, à la genèse du projet, ça fait plus de 5 ans que nous, on travaille avec les mineurs pour essayer d'établir cette liste d'espèces menacées en partenariat avec certains mineurs. Et donc, on avait soumis à l'époque au CNRT ce projet pour qu'il puisse y avoir un appel à projet, puisqu'on a répondu à un appel à projet. On s'est coordonné donc, entre l'IAC, Endemia et l'IRD pour répondre à cet appel à projet. On a donc été retenus pour ces travaux. Et c'est suite à cet appel à projet qu'on a débuté. Donc l'idée, c'est vraiment de référencer, de classer, de répertorier toutes ces plantes, toutes les espèces endémiques qui sont sur notre territoire pour comprendre un petit peu leur fragilité et comment mieux les protéger. On va voir ensuite quels sont les moyens qui vont découler de ça. Mais d'abord, c'est un travail absolument colossal. On est sur combien d'espèces répertoriées aujourd'hui, Shankar Meyer ? Alors au total... Pour Endemia. Au total, sur la Nouvelle-Calédonie, on est aux environs de 3400, 3500 taxons de plantes. Taxon, c'est un échantillon. Hein. Pardon ? Un taxon, c'est un échantillon ? Alors c'est pour être plus précis que espèces, parce qu'on a des espèces, des sous-espèces, des variétés. Voilà, selon qu'on parle d'espèces au sens propre ou selon qu'on inclut tous les autres niveaux de la classification, ça peut être plus large. Mais oui, disons 3400 espèces de plantes en Nouvelle-Calédonie, dont 75% sont endémiques. Et si on se concentre en particulier sur la flore sur massif minier, donc sur ce qu'on appelle les sols ultramafiques, on est même à un taux d'endémisme qui est encore plus grand, puisqu'on est à 90%. La spécificité du sol, elle fait que les plantes qui se trouvent ici en Nouvelle-Calédonie ne se retrouvent nulle part ailleurs dans le monde. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet, Shankar Meyer, vous travaillez pour l'association Endemia. Un mot sur cette association, s'il vous plaît. Quel est votre rôle, votre objectif, vos statuts finalement ? Oui, l'association Endemia, c'est une association qui est calédonienne, donc qui existe depuis quasiment 20 ans et qui a été fondée par des passionnés de nature qui voulaient partager leurs connaissances à travers un site internet qui aujourd'hui s'est développé et fait figure un peu de référence sur le sujet, sur la biodiversité indigène et endémique de Nouvelle-Calédonie. Le site endemia.nc qui est accessible à tout le monde et qui est alimenté de façon participative par des professionnels comme mes collègues autour de la table et par des amateurs aussi passionnés. Et depuis 5 ans, l'association
a aussi assumé la mission de coordonner le projet Liste rouge de la flore du territoire. Donc ça, c'est un outil international qui est mené par l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui a agréé Endemia pour prendre en charge ce projet au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est ce pourquoi on participe au projet, c'est évaluer le risque d'extinction des espèces de plantes du territoire. Et alors aujourd'hui, il y a l'IRD, l'IAC, Endemia qui est réunis finalement sur un sujet commun. Pourquoi il existe autant de structures et est-ce que vous avez l'habitude de travailler ensemble, David Bruy, pour l'IRD? Oui, alors effectivement, il y a différentes structures qui travaillent sur des sujets qui sont souvent similaires. Après ça, c'est parce que c'est plutôt en raison de l'historique. Mais de tout temps, on a toujours travaillé ensemble. Nous, l'IRD, ça fait 70 ans qu'on est sur le territoire. Et le but de l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement, c'est de travailler avec les partenaires du Sud, donc l'IAC, Endemia, etc., pour mener à bien des projets de recherche pour le développement des territoires. Et en quoi c'est important, du coup, ce projet aujourd'hui? En quoi il est important de classifier, répertorier et mettre, on va dire, des chiffres un petit peu sur la fragilité de notre environnement? En quoi c'est important? David Bruy, toujours. En fait, au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du projet, on s'intéresse particulièrement aux espèces des massifs miniers. Il apparaît que les mineurs, toutes ces sociétés minières, ont l'obligation légale, de par le code minier et les codes de l'environnement, de protéger et de valoriser les espèces rares et menacées qu'ils ont sur leur site d'exploitation. Donc ça, ils ont la volonté de le faire, ils ont l'obligation de le faire, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de liste précise qui liste les espèces rares et menacées par massif minier. Et donc le but, c'est de mettre à jour cette liste et de prioriser les espèces afin que leurs efforts soient vraiment bien calés sur les bonnes espèces. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts, quand je parle d'efforts, c'est beaucoup d'efforts financiers qui sont mis pour la conservation d'espèces qui sont finalement pas forcément rares et menacées. Alors, il faudrait mieux guider ces financements sur d'autres espèces qui seraient plus prioritaires. Donc, c'est vraiment ça l'objectif du projet, c'est d'avoir une liste prioritisée. Donc, c'est de replanter après exploitation, après destruction du milieu naturel, finalement, tel que c'est aujourd'hui, avant cette destruction, finalement. C'est ça l'objectif ? Donc l'objectif de ce projet, donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment faire une liste. On a des connaissances, comme l'expliquait David, qui sont encore lacunaires en botanique en Nouvelle-Calédonie. Donc on va essayer d'améliorer ces connaissances pour prioriser et voir quelles sont les espèces qui sont les plus rares et menacées, c'est-à-dire qui sont au bord de l'extinction, où il reste quelques individus seulement sur le massif minier. Et donc notre objectif dans ce projet, c'est de faire cette liste, d'établir cette liste, mais pour l'instant on n'ira pas plus loin. Ça sera la suite du projet, s'il y a une suite en fonction des financements, pour travailler sur la multiplication et la réintroduction de ces espèces menacées. Et ce serait possible, cette réintroduction? On le sait que c'est des espèces qui sont là depuis des milliers, des millions d'années, qui vivent sur un écosystème hyper fragile, qu'on va chambouler du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on va aller replanter des graines dans cette terre détruite que ça va repousser. Vous êtes botaniste, vous en pensez quoi, vous? Ça peut aller jusqu'où, ce projet? Donc, moi, avec mon expérience en termes de multiplication et culture des plantes endémiques en Nouvelle-Calédonie depuis une vingtaine d'années, je sais très bien qu'il y a des espèces qu'on pourra effectivement multiplier en culture ex situ, en pépinière, par bouturage, par semis, etc. Et qu'on pourra essayer de réimplanter sur les milieux. Mais on sait aussi qu'il y a des espèces qui ont une croissance tellement faible, qui sont tellement adaptées à leur environnement, qu'on a finalement en fait très peu de chances pour certaines d'entre elles de pouvoir réussir à les réimplanter, à les multiplier. Donc ça sert à quoi ce que vous faites? Oui, Gilbert, vas-y. Oui, donc l'objectif, justement, une fois qu'on aura établi cette liste, on saura que telle espèce, il n'en reste plus que peut-être 10 individus sur telle mine. On dira, nous, il faut pas exploiter là. Notre préconisation, effectivement, ça sera de ne pas exploiter cette zone et de faire un conservatoire sur la zone, effectivement. Et vous pensez que vous serez écouté, vous serez entendu à ces moments-là, quand on voudra, parce qu'une plante sera identifiée comme étant endémique, micro-endémique d'ici, par exemple, on arrivera à arrêter les bulldozers? Pour ça, il y a l'outil réglementaire qui doit intervenir. C'est-à-dire que là, avec la liste rouge et les statuts liste rouge qu'on va produire dans le cadre de ce projet, mais qu'on produit aussi depuis 5 ans, les espèces les plus menacées, au sens de la liste rouge, elles rejoignent les codes de l'environnement provinciaux. Et donc, à partir de ce moment-là, ces espèces-là sont protégées et ne peuvent pas être détruites. Donc, la protection, elle doit commencer avant même l'exploitation du milieu.
Donc c'est dans l'intérêt de tous que vous trouviez des plantes finalement extrêmement rares et extrêmement fragiles pour qu'on puisse peut-être, en tout cas, ne pas exploiter sans raison. C'est ça un peu l'objectif aussi ? Oui, effectivement, et c'est aussi l'intérêt des mineurs finalement, parce que eux, ça leur fait vraiment un mauvais coup de pub quand ils exploitent un Talweg où il y avait une espèce présente qui a disparu. C'est déjà arrivé et ils ont pas envie que ça se reproduise, parce qu'après il y a tout le monde qui monte au créneau comme quoi telle société minière détruit telle espèce rare et menacée. Donc ils ont tout intérêt aussi à avoir la bonne liste d'espèces à protéger et à faire attention à ce qu'ils font, quoi. La Nouvelle-Calédonie est vraiment connue pour avoir un taux d'endémisme et même un taux de micro-endémisme absolument remarquable. On imagine du coup la difficulté de ce travail, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quasiment ratisser chaque centimètre carré pour aller récolter les plantes. Comment vous procédez au final ? Comment pour établir ce catalogue ? Déjà, comment vous l'appelez ? C'est un catalogue ? Oui, liste, catalogue. Donc l'objectif du projet, encore une fois, c'est de partir de l'existant, des bases de données actuelles, donc des connaissances qui sont essentiellement dans les herbiers, ici à Nouméa, à l'IRD ou au Muséum à Paris, et dans près d'une centaine d'autres herbiers répartis dans le monde. Donc on va travailler d'abord sur tous ces spécimens d'herbiers qui ont été récoltés depuis 150 ans ou plus en Nouvelle-Calédonie. Donc là on est dans de l'herbier vraiment papier, quoi, ça, physique. Physiquement, on va dans des tiroirs, on va regarder chaque planche d'herbier pour voir si l'espèce a été bien identifiée, si son contour taxonomique, c'est un peu un concept qui est peut-être un peu difficile pour le grand public. Si elle a été bien décrite, quoi. Si elle a été bien décrite, si c'est une espèce au sens biologique qui a un sens, et pour voir si cette espèce, en fait, c'est une espèce nouvelle, si c'est une espèce qui a une plus large répartition. On pensait souvent, on trouve des espèces nouvelles qui sont effectivement micro-endémiques d'un seul endroit, mais aussi on a des espèces qui sont des fois micro-endémiques avec nos connaissances actuelles, et au fur et à mesure des prospections, on se rend compte qu'on la trouve sur d'autres endroits, donc elle devient endémique toujours, mais plus micro-endémique. Oui, puis j'imagine avec cette méthode, il doit y avoir aussi des doublons d'identification, des plantes qui sont identifiées comme dans deux espèces différentes, alors qu'en fait, en allant plus loin, on s'aperçoit qu'elles font partie de la même espèce. David Bruy, vous êtes désigné du doigt. Oui, effectivement, ça arrive souvent. En fait, dans les herbiers, il y a énormément de collections. Par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, on a l'herbier de Nouvelle-Calédonie dont je suis le conservateur, et on a 90 000 spécimens. Et bien souvent, en fait, on se rend compte que la plupart des espèces nouvelles, elles ne sont pas découvertes sur le terrain, elles sont découvertes dans les herbiers. C'est-à-dire qu'elles ont déjà été collectées, elles ont été mal identifiées, mal classées. Et quand il y a un spécialiste qui vient à l'herbier, il se rend compte qu'en fait, c'est une espèce différente. Et c'est une espèce qu'il faut nommer. C'est-à-dire que c'est une espèce nouvelle. Vous avez 90 000 espèces, échantillons ? 90 000 échantillons. 90 000 spécimens échantillons. herbiers. Ouais. Et là, pour arriver au cours de ce projet, vous avez dû tous les réanalyser, les réouvrir, les re-regarder, les reclasser ? Alors pas forcément, parce qu'on a une base de données qui est associée à l'herbier, donc c'est-à-dire que chaque spécimen est référencé dans la base de données avec sa localisation plus ou moins précise. Donc on a moissonné toutes ces bases de données, celles de l'herbier de Nouvelle-Calédonie, celles de l'herbier de Paris et toutes celles des 100 institutions dont parlait Gildas, pour savoir quel spécimen, quel échantillon tombait en fait dans notre zone d'étude. Et du coup, là, vous êtes tous les trois autour de la table, mais quand on entend un peu le travail, il y a combien de personnes mobilisées sur ce projet ? Parce que c'est immense comme travail à réaliser, non ? Alors oui, ça paraît effectivement colossal, et c'est un travail qui est effectivement très important. Donc là, on est plusieurs partenaires, donc au sein de l'IRD, Endemia et l'IAC, mais il y a surtout un chargé d'études qui a été recruté sur les 3 ans pour travailler là-dessus, et qui, du coup, au terme de cette première année de travail, a réussi à moissonner toutes ces bases de données et à tirer une liste claire, en fait, des espèces présentes, enfin plus ou moins claire, disons, des espèces présentes sur les massifs miniers du territoire. Je vous propose qu'on écoute un petit morceau de musique. On va écouter Sadjo et après on retournera un petit peu sur ce projet Endemia, quelle a été sa genèse et puis surtout où il veut aller et quels seront les moyens ensuite d'exécution, en tout cas de mettre en valeur un petit peu les connaissances qui auront été récoltées pour voir ce qu'on va pouvoir en faire. Là, il est 12h34. On écoute Sadjo, son titre Wekezi, et Sadjo qui rentre dans le Top NC qu'on aura la chance d'écouter dimanche matin dans votre émission Soulfaré. Sadjo, c'est tout de suite. Je suis né ici, ici j'ai grandi, de ce beau jardin que l'on appelle la Calédonie. Moi, oiseau de paradis, je ne suis pas d'ici, non.
ce que je suis, mais on m'a permis de vivre dans ce jardin aussi. Dis-moi juste en quelques mots, donne-moi juste ce qu'il me faut. Espère avoir une bonne raison pour t'accueillir dans ma maison. Ouais, que si regarde autour de toi, dis-moi si tu vois plus belle que moi. Je t'apporte mes valeurs, mes couleurs ont mille saveurs. Oh, dans ce jardin c'est écrit, dans ce jardin du destin commun, dans ce jardin où l'on séduit par une poignée de main. Mais n'oublie pas qui je suis, mon bel oiseau du paradis. Et n'oublie pas d'où tu viens, car Kanaki, c'est le mien de paradis. Prends place dans mon jardin, montre-moi ce que tu détiens, tes acquis, ton savoir-faire, pour séduire mes terres coutumières. envahissante l'espèce que je suis, mon ami, il me faut plus d'espace que ça, et même celui de tes racines malgré toi, pour en faire mon paradis. Oh, dans ce jardin c'est écrit, dans ce jardin du destin commun, dans ce jardin où l'on séduit par une poignée de main. Mais n'oublie pas qui je suis, mon bel oiseau du paradis. Et n'oublie pas d'où tu viens, car Kanaki, c'est le mien de paradis. oui que si, ton pays est conquis, notre jardin s'est embelli, grâce à tout ce que j'ai construit, pour que ta Kanaki soit le miroir de mon paradis. Ton trésor, c'est ton apparence, c'est ta beauté. Mon trésor reste caché, et dans mon cœur c'est convoité. Et qui parfume, défile la fierté de mon pays. Yeah, yeah. Dans ce jardin c'est écrit, dans ce jardin du destin commun, dans ce jardin où l'on séduit par une poignée de main. Et n'oublie pas que je suis mon bel oiseau du paradis. Et n'oublie pas d'où tu viens, la Kanaki. C'est le mien du paradis. 12h38. Ah, ce jingle qui part sans qu'on prévienne. Bah oui, ça arrive, hein. Cher Vincent Rigaud, réalisateur de l'émission, qu'on en profite pour saluer et remercier pour son travail. Donc 12h38, on est de retour dans À nos trésors, hein, la Casemag. Aujourd'hui, on vous présente le projet Hermines, E-R-M-I-N-E-S. Hermine, vous aurez compris, la dernière partie de ce mot concerne les mines, mais surtout on parle de plantes finalement, des plantes endémiques, classées et priorisées en fonction de leur rareté, de la menace qui plane sur elles. On classifie, on répertorie donc ces espèces endémiques pour savoir comment mieux les protéger et comment orienter un petit peu le secteur minier sur son exploitation. Dans le communiqué de presse qu'on a reçu à ce sujet, on lit que la Nouvelle-Calédonie occupe une place de premier rang dans le contexte mondial de la 6e liste massive d'extinction des espèces, et ce, en dépit de la surface limitée qu'elle occupe à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Shankar Meyer ? Alors en fait, la Nouvelle-Calédonie, elle a été, donc c'était dans une étude scientifique internationale vraiment à l'échelle du monde entier qui a 20 ans ou 30 ans, qui essayait de lister ce qu'on appelait donc les hotspots de biodiversité dans le monde. Donc en anglais, c'est un point chaud de biodiversité, c'est-à-dire que c'est un endroit qui concentre à la fois une très grande richesse au niveau biodiversité, donc là pas seulement les plantes, hein, mais aussi les animaux et les champignons, et aussi des menaces très importantes. Donc ici en Nouvelle-Calédonie, on sait qu'on a énormément d'espèces de plantes, hein, un très grand nombre, même comparé à la surface, à la faible surface du territoire.
Et du fait qu'on soit sur une île, c'est pareil, on a un espace qui est limité, on a des activités humaines qui viennent influer, et donc on a beaucoup de menaces qui se concentrent aussi. C'est aussi une chose qu'on met en avant dans le projet Liste Rouge avec Endemia. Mais en quoi c'est important? Bon, d'accord, en Calédonie, on a des fleurs qui n'existent que là, d'accord, c'est bien. Mais en quoi c'est important pour l'humanité? C'est un peu folklorique finalement, parce que là, on est là pour essayer de... Vous dites que vous allez classer, répertorier ces plantes pour ensuite indiquer comment on va pouvoir exploiter les mines. Mais en Calédonie, le nickel, c'est un pilier économique. On a besoin d'argent, comme tout à chacun, comme tout pays. En quoi c'est important de dire on va faire ce projet-là pour aller sauver des petites fleurs? Je suis un peu taquin, mais c'est fait exprès, c'est pour essayer de vous... L'exploitation minière, c'est comme beaucoup de processus d'exploitation de ressources dans le monde. Ça reste des ressources qui sont finies. Et là, nous, on fait un focus sur des espèces. Quand on parle d'endémisme et quand on parle du fait que la Nouvelle-Calédonie soit un hotspot mondial, c'est pour dézoomer un petit peu et pour dire attention, ce qu'on a ici, ça a une valeur, c'est un patrimoine. Et on sait que les gens ici sont fiers de leur patrimoine. Les gens... même beaucoup sans s'intéresser de près forcément à la flore ou aux animaux savent qu'il y a un très fort taux d'endémisme ici, qu'on a une biodiversité qui est très particulière et donc c'est sur cet aspect-là qu'on appuie. Mais au-delà du fait de parler des espèces en particulier, c'est le milieu en fait dans lequel on vit qu'on essaye de protéger, parce que ce milieu-là, il nous rend des services, matériels ou non. Et donc voilà, ce milieu, il ne faut pas le détruire. Vous savez quelle image j'ai depuis hier, depuis que je travaille sur ce sujet pour vous recevoir? J'ai l'image de l'homme de Tiananmen. Vous savez, cet homme qui s'est arrêté devant les chars là, pendant la Grande Révolution. J'ai l'impression que vous êtes là avec vos fleurs et que vous mettez devant les bulldozers de la mine, dans ce monde qui est en train de changer, ce monde où, bah oui, c'est bien, alors on va sauver des fleurs, mais aujourd'hui, il y a l'économie qui est en souffrance, qu'on a besoin de produire, d'extraire, etc. Qu'est-ce que ça... Vous avez envie de dire quoi à ça? David Brouy, pour l'IRD. Moi, je pense, après, on est tous les trois convaincus du bien fondé de nos travaux. Hein. Moi, je pense que conserver en fait les plantes et principalement les écosystèmes, comme disait Shankar, c'est protéger finalement les populations aussi, parce que par exemple, les forêts, on sait qu'elles retiennent l'eau, elles empêchent l'érosion. Et il y a beaucoup de mines orphelines, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reboisés. Hein. On les voit souvent, ces grandes montagnes qui sont complètement explosées, où on voit la terre rouge. Toute cette terre, tous ces cailloux, ils terminent dans la rivière. Donc ça affecte la qualité des eaux, ça fait des éboulements. On a eu des problèmes à Wailu. Et là, on ne parle plus seulement d'argent, on parle de vie humaine. Donc, à mon avis, c'est autrement plus important que l'argent que peut ramener le nickel. Et pourquoi des études? Parce qu'on va revenir sur le financement, ça doit coûter cher, ça prend du temps, c'est laborieux, c'est fastidieux. Il y a des images plus concrètes. Par exemple, si on va se promener du côté de Poro, au sud de Wailu, là, on a une image concrète un petit peu de ce qui se passe quand la mine est passée et une fois qu'elle a fini son travail. On ne pourrait pas aller un peu plus, dans des projets plus percutants, j'ai envie de dire, au niveau de la communication? La plante endémique, ça reste quelque chose qui va pouvoir faire un petit peu mettre en valeur on va dire les dégâts de l'extraction minière. Il faut vraiment aller titiller jusqu'à ce point-là. Gilbert. Oui, effectivement, les plantes endémiques. Gildas, pardon. Les plantes endémiques, comme le rappelait Shankar, elles font partie d'un écosystème. On est actuellement dans la 6e grande crise mondiale d'extinction d'espèces. Donc, on est effectivement, nous, plutôt concentrés au niveau de l'IRD, de l'IAC et d'Endemia sur la partie espèces. Mais c'est un tout, c'est l'écologie, c'est l'écosystème. Et à partir du moment où on détruit une espèce qui pousse que sur un endroit, on détruit peut-être un insecte qui la pollinise, on détruit peut-être un pollinisateur, un disperseur. Et donc, on n'a pas encore connaissance de tous ces processus écologiques qui existent que ce soit sur mine ou même en dehors de la mine en Nouvelle-Calédonie. Et détruire une espèce, c'est pas forcément détruire une espèce. En fait, c'est peut-être détruire un champignon partenaire mycorhizien, c'est peut-être détruire un insecte, et c'est peut-être détruire un disperseur de la graine du fruit. Partout à travers le pays, on voit des rivières qui s'assèchent à des fois des dizaines de kilomètres d'une mine, mais finalement on ne connaît pas l'origine. Mais ça tout est lié finalement, et donc il faut vraiment faire attention dans sa globalité à la nature. C'est ça un petit peu que vous allez montrer. C'est ça un petit peu les démarches que vous engagez avec ce projet Hermine finalement. Oui, c'est ça, oui. En fait, il faut... là, on parle de plantes et on parle de l'exploitation minière, mais il faut garder à l'esprit que toute perturbation, si elle est prolongée sur les écosystèmes, elle va avoir des conséquences plus ou moins directes sur la vie de l'homme. Et
on a tendance à réfléchir quand on parle d'environnement, de 6e crise d'extinction, on a l'impression que c'est des choses un petit peu distantes, mais ces conséquences-là, elles sont déjà là en fait. On a déjà des problèmes de sécheresse, on a déjà des dérèglements qui se sentent à notre niveau et qui viennent toucher de près à notre vie et à notre confort. Ben là, du coup, on accuse les mines depuis tout à l'heure, mais c'est pas la seule menace sur ces milieux-là. Il y a justement, vous avez dit les sécheresses, les incendies, les cerfs, enfin les espèces invasives de façon générale. Donc, est-ce qu'il va aussi découler des mesures de prévention sur ces problématiques-là, ou vraiment c'est axé sur les mines? Ouais, le périmètre de notre étude, là, avec le financement du CNRT, c'est vraiment axé sur la partie ultramafique, les substrats ultramafiques, et sur les endroits où il y a des concessions actives, c'est-à-dire où il y a l'extraction minière qui se déroule. Donc, par exemple, Bélep, c'est un substrat ultramafique, mais il n'y a pas de concession minière active. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'exploitation. Donc, on ne travaille pas sur la flore de Bélep, par exemple. Donc, substrat ultramafique, ça représente 1/3 de la surface de la Grande Terre. Donc, on doit expliquer ce que c'est. Qui veut s'y coller? Oui, les substrats ultramafiques, c'est classiquement ce que les Calédoniens appellent la terre rouge, mais en réalité c'est plus complexe que ça. Il y a différents sols ultramafiques, mais grosso modo ce sont des sols qui vont être très riches en éléments toxiques, donc tout ce qui est métaux, nickel, fer, cobalt, manganèse, donc des choses qui sont plutôt toxiques pour les plantes mais intéressantes pour l'homme, c'est pour ça qu'on les exploite. Et en contrepartie, ce sont des milieux qui vont être très pauvres en éléments intéressants pour les plantes comme le phosphore et l'azote. Donc c'est pour ça que ce sont des milieux qui sont extrêmement contraignants pour les plantes. On a des plantes qui poussent très lentement, des plantes uniques qui poussent, et en même temps c'est des milieux très menacés puisqu'il y a des métaux à haute valeur ajoutée à l'intérieur. Et alors il y a plein d'associations à travers le territoire qui luttent pour le reboisement. Calédocline, Mocamana, Dombéa, Rivière Vivante, et ils plantent un petit peu... Ils sont conseillés, vous les conseillez, vous, pour savoir ce qu'on va replanter, ce dont on a besoin, etc. Ou vous pensez que c'est adapté? Vous avez des infos là-dessus? Shankar Meyer? Non, alors, pas trop. Il y a un autre facteur limitant aussi au niveau des actions de replantation, c'est ce dont parlait Gilda aussi, c'est déjà la maîtrise des espèces et leur capacité de croissance. Donc déjà, il y a un choix qui se fait à ce niveau-là. Après, cela dit, il y a des études qui ont été faites et il y a des recommandations qui ont été publiées par des équipes de chercheurs. Alors, il y a eu nos collègues de l'IRD et de l'IAC qui ont dressé des listes de plantes qui ont donné des éléments sur les cortèges en fait qu'il faudrait remettre en place sur un sol ultramafique à restaurer. Et alors, des zones d'études, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment un travail qui est compliqué, il faut aller partout. Comment est-ce que vous avez sélectionné les zones d'études sur lesquelles vous allez justement aller répertorier, classer ces plantes? Sur quels critères vous êtes basé? David Bruy pour l'IRD. Du coup, en fait, ça est vraiment parti des concessions qui sont en cours d'exploitation, quoi. On a pris toutes ces concessions contiguës, dont certaines sont en cours d'exploitation, et on a mis autour un buffer, c'est-à-dire une zone tampon de 1000 mètres. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a 17 massifs miniers, donc 17 zones en fait, sur lesquelles on va travailler, du nord, donc c'est-à-dire du massif de Poum jusqu'au grand massif du sud, à Goro, tout ça. Et c'est vraiment là-dedans qu'on a interrogé les bases de données internationales, donc pour savoir quelles espèces étaient connues de ces zones-là. Et c'est dans ces zones-là également qu'on va aller travailler dans le futur. Ça sera un peu la suite du projet pour compléter un peu les connaissances. Parce que c'est un projet qui a été en tout cas basé sur 3 ans. Là, on est au terme de la première année. Donc quel bilan déjà on peut tirer de ce qui a été fait? Et puis ensuite, vous avez parlé de la suite du projet. Qu'est-ce qui va se passer? Gilda. Pour l'IAC. Donc effectivement, personne ne veut prendre la parole spontanément. Il y a concertation visuelle à chaque question. Allez-y, Gilda. Donc effectivement, on est au terme de la première année du projet où on a moissonné toutes les bases de données existantes. On a défini le périmètre de notre étude, ce qui était très important au départ. Il fallait que ça soit fait en accord avec les différents partenaires du CNRT, que sont les mineurs et les financeurs du CNRT. Donc on a défini notre zone d'étude, on a moissonné toutes ces bases de données et on a commencé à voir quelles espèces pouvaient entrer dans cette liste. Donc cette liste, évidemment, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas finalisée. On va y travailler, c'est l'objectif de la deuxième année du projet. Et pourquoi ça arrive que maintenant? Parce que ça fait longtemps que c'est marqué dans les codes de l'environnement que les mineurs doivent replanter derrière eux. Pourquoi est-ce qu'on se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on leur dise qu'ils doivent replanter aussi? Pourquoi ça a pris autant de temps? Il y a deux aspects. Il y a deux aspects.
Ça fait longtemps, ça fait depuis les années 70 que l'IRD a travaillé sur les aspects de restauration, revégétalisation, reboisement, reverdissement. Enfin, il y a tout un tas de termes. Et c'est en 2019 qu'on se dit, tiens, au fait, c'est peut-être pas bien ce qu'on fait. Non, mais on est vraiment dans un objectif de limiter dans un premier temps l'érosion, de remettre une couverture végétale pour essayer de réenclencher les processus. Ça, c'était pour parer l'urgence. Ça, c'était parer l'urgence. C'était réimplanter des espèces pionnières sur mine, adapter les techniques de revégétalisation qui étaient mal maîtrisées, surtout sur substrat ultramafique. Et maintenant, on arrive aux espèces qui sont les plus rares et menacées. Et depuis les années 70, donc ça fait une petite cinquantaine d'années, les progrès en connaissances botaniques, taxonomiques ont énormément progressé. Et on est quand même beaucoup plus à l'aise en 2020 pour faire cette liste qu'il y a 20 ans et encore 30, 40 ans. Enfin, c'était des listes qui étaient développées à l'époque à dire d'experts, avec des connaissances qui étaient... il n'y avait pas tous les moyens informatiques, on ne pouvait pas moissonner les bases de données comme on le fait actuellement, et donc c'est aussi l'objectif et l'intérêt de ce projet. Et puis il y a plus de botanistes aussi amateurs, à tel point qu'il y a des experts de la liste rouge. Vous êtes réunis récemment, vous avez fait un atelier au sein de l'association Andemia. Alors qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce que c'est que cette réunion exactement ? Alors en fait, donc comme je disais, l'association Andemia a reçu un agrément international pour héberger et animer un groupe d'experts donc en botanique pour devenir un référent sur la Nouvelle-Calédonie pour la liste rouge. C'est-à-dire que donc le groupe d'experts dont font partie David et Gildas entre autres se réunit périodiquement, donc c'est quelques fois par an. On se met autour de la table et on passe en revue les espèces une par une pour examiner l'ensemble des données disponibles, donc c'est des données de distribution, et donc après c'est du dire d'experts aussi sur le ressenti du terrain, dans quel habitat se trouvent ces espèces-là, qu'est-ce qu'on sait des menaces qui pèsent sur ces espèces-là dans les endroits où elles sont. Et à partir de la méthodologie spécifique liste rouge, on va déboucher sur des catégories liste rouge qui nous permettent de dire à quel point l'espèce elle est menacée. Donc ça peut être non menacée, ça peut être quasi menacée, vulnérable, en danger critique. Et c'est ces résultats-là qui sont le produit final de cette liste rouge. Donc hier, effectivement, on avait un atelier sur un groupe de plantes en particulier. Et en fait, on va réitérer l'expérience une fois que les bases de données, là, dans le cadre du projet Hermine, auront été entièrement compilées, triées, etc., et qu'on aura sélectionné les espèces à évaluer. On refera, et c'est ce qui permettra d'obtenir ces catégories liste rouge, puis d'alimenter les codes de l'environnement, puis de faire la liste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve avec des plantes sur la liste rouge à un endroit, que du coup on dit on va pas exploiter là parce qu'il y a cette plante en liste rouge, par contre on va l'exploiter à côté, il y a une réserve d'eau ou il y a une forêt mais il n'y a pas d'espèces en danger, donc on va exploiter là au détriment des populations qui sont autour. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Est-ce qu'il est encadré? Est-ce qu'il a été anticipé, pensé? Là, on est vraiment sur une question un petit peu, je ne sais même pas si elle vous concerne, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, après nous on est vraiment en termes de menaces d'espèces, c'est-à-dire on priorise les espèces à préserver par rapport à d'autres espèces. Après, c'est pas à nous de dire est-ce qu'il faut plutôt préserver tel cours d'eau plutôt que telle espèce, etc. Ça, c'est les autorités locales, les miniers, les provinces qui ont ce choix à faire. Et qui finance ce projet? Parce qu'on en a parlé, il y a pas mal de monde qui travaille dessus, c'est un projet sur 3 ans, qui c'est qui paye? Et ça coûte combien? Donc le financement, il est de près de 20 millions. Donc c'est le CNRT qui finance ce projet, mais le CNRT finance tout un tas d'autres projets actuellement sur cette période de 3 ans. Donc il y a des projets sur la géologie, sur l'amélioration des techniques d'extraction minière pure et dure. J'ai entendu qu'il travaillait également sur les drones comme outil à l'exploitation minière. Et donc nous, on a reçu ce financement de près de 20 millions sur 3 ans. Et en fait, c'est pas tant que ça. Enfin, 20 millions sur 3 ans, ça paraît peu. En fait, c'est même très peu. Enfin, je vais pas dire que c'est ridicule, sinon le CNRT sera pas... tous bénévoles, non? Sera pas très content. Mais donc nous en tant que IAC, IRD ou Andemia, on est déjà des salariés d'associations ou d'organismes de recherche. Donc on n'a pas... Enfin, nous, concrètement, on va pas gagner plus à la fin du mois ou à la fin des 3 ans. Mais ça nous permet de recruter
Guillaume Lanuzel, qui est un botaniste et qui fait, lui, le travail sous notre encadrement, avec notre appui. Donc, on a un pourcentage de temps qui est dédié à ce projet. Donc, effectivement, c'est du coût chercheur, du coût coordinateur qui est mis à disposition par l'IAC, par l'IRD et par Endemia de ce projet. Mais les 20 millions, en fait, ils servent à financer essentiellement un CDD de 3 ans sur ce projet. D'accord. Et vous pensez que du coup, les moyens sont à la hauteur finalement de l'ambition sur ce projet-là ? David Brouy pour l'IRD. Non, probablement pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous, on s'est engagé sur 3 ans à fournir une liste. On sait pertinemment que cette liste, elle sera pas parfaite au terme des 3 ans, hein, parce que pour la simple raison déjà que la flore calédonienne, elle est encore imparfaitement connue. Hein. Donc, on décrit encore une espèce endémique par mois en Nouvelle-Calédonie. Donc, on sait pertinemment que le nom des espèces va changer dans le temps. Et cette liste, elle ne sera pas parfaite. Et après, il y avait quand même une deuxième partie qui était une partie plus concrète, de savoir comment multiplier les espèces concrètement avec des essais en serre, etc., qui n'a pas pu être financé. Et donc ça sera peut-être la suite du projet au terme des 3 ans. Ça sera d'essayer de retrouver des sous pour faire cette partie plus concrète qui, peut-être Gildas pourra en parler mieux que moi, mais qui sera vraiment utile pour tout le monde, quoi. Et vous avez vraiment espoir, alors, Gildas, vous voulez réagir à ce que disait David ? Non ? Pas non. forcément. Alors, est-ce que vous avez vraiment espoir que finalement ces études vont empêcher les mineurs, les miniers d'aller exploiter là où vous aurez décrit la petite fleur mignonne, jolie et surtout seule et isolée et micro-endémique, alors qu'on rase la forêt amazonienne, on pollue l'océan, alors qu'on sait que clairement ça nous donne de l'oxygène. Enfin voilà, il y a des écosystèmes. Qu'est-ce qui va faire que non, parce que nous on a dit qu'il y avait une petite fleur qui était là, les miniers ils vont certainement s'arrêter. Oui, donc pour reprendre l'image de tout à l'heure de Tiananmen, ouais. Nous on est des organismes de recherche ou des associations, mais on n'a pas une vocation à tenir la fleur et à se mettre devant le bulldozer, et on n'a pas vocation à faire la réglementation. On a vocation à conseiller, proposer. Les partenaires, hein, les collectivités provinciales notamment qui sont en charge de l'environnement. Et donc c'est vraiment après au niveau provincial, politique, de décider si telle espèce elle doit être protégée ou pas. Et nous, on se cantonne dans notre rôle de scientifique. Je comprends bien, mais tous les 3 botanistes amoureux de la nature, c'est clair, vous êtes investis, ça se sent, vous êtes passionnés. C'est quoi votre regard par rapport à tout ça ? Shankar Meyer, pour globalement, le regard. Enfin, nous, effectivement, dans le cadre du travail, comme disait Gildas, on fait pas du militantisme, mais personnellement, et c'est ce qui nous anime, et c'est ce qui fait qu'on fait ce travail-là. On aimerait tous qu'on se dirige vers des pratiques plus respectueuses de la nature. Enfin, on pense tous que les choses vont pas assez vite, que pas assez effet pour protéger notre environnement. Mais tous les leviers sont bons à prendre, quoi. Exactement. David Brouy, et on va arriver dans la phase de conclusion déjà de cette émission. Ça passe à une vitesse incroyable. David Brouy, qu'est-ce que vous voudriez dire à ce sujet-là ? Oui, non, moi effectivement, je rejoins Gildas. Hein. Nous, on est des scientifiques, on apporte de la connaissance, on la met à disposition des collectivités. Après, si le territoire décide que les forêts, on s'en fiche, on va raser les forêts pour prendre le nickel qui est en dessous, nous, voilà, on aura dit que d'un point de vue environnemental et scientifique, c'était pas bien, mais c'est pas nous qui allons arrêter les bulldozers, comme vous dites. Gildas Gatoblé, quelque chose à dire par rapport à ça ? Ou en termes de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'on n'aurait pas dit sur ce projet Hermine ? Il nous reste 1 minute. Quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important ? Non ? Bon, écoutez, si vous pensez qu'on a fait le tour de la question, enfin, je pense qu'il nous faudrait des heures d'émission, mais malheureusement, on n'aura pas le temps d'entamer d'autres sujets. Mais écoutez, merci en tout cas, messieurs, Gildas Gatoblé, ingénieur de recherche et coordinateur du projet Hermine pour l'IAC, David Brouy, ingénieur de recherche et coordinateur de ce même projet pour l'IRD, et Shankar Meyer, donc coordinateur de la liste rouge Endemia et conseiller scientifique de ce projet Hermine, donc pour l'association Endemia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. Bon retour, au revoir. Allez, 12h59, on va continuer. Je vous retrouve dès 15h, moi, sur la natte avec mon invité Samuel Breton, qui est ingénieur éclairagiste. Et avec lui, on verra, il a un combat. Il veut absolument que les terrains municipaux, les terrains urbains soient transformés en terrains vivriers. On verra ça avec lui entre 15h et 16h. Et puis après, évidemment, il y aura Tim Samek qui prendra le relais pour l'émission Pour un soir. Et ensuite, ce sera Babou sous les étoiles. Encore évidemment, un grand merci à Vincent Rigaud à la réalisation de cette émission. Jusqu'à 15h, c'est non-stop musique sur la première. Merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure.